Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News au sommaire de l'actualité. On va gagner, j'en suis sûr, avait-il déclaré. Eh bien, les urnes lui ont donné raison. Le président Mokwetsi Masisi a été réélu à la tête du Botswana ce vendredi, malgré une fronde inédite menée par son prédécesseur, Ian Khama. Marée rouge à Conakry, des dizaines de milliers de personnes sont à nouveau descendues dans les rues de la capitale guinéenne ce jeudi pour manifester contre le projet de réforme constitutionnelle. Et puis Afrique-Russie, un nouveau départ, un changement de cap est annoncé dans les relations bilatérales après la tenue du sommet de Sochi où l'ensemble des 54 États du continent étaient représentés. Mais avant de développer ces titres, 36e semaine consécutive de manifestations en Algérie. Manifestations pour rejeter la tenue d'une élection présidentielle alors que la période de dépôt de candidature touche à sa fin. Les manifestants espèrent ainsi faire pression autant sur les organisateurs du scrutin que sur les candidats. À ce stade, seules 2 candidatures ont d'ailleurs été déposées. Il s'agit de celle de l'ancien ministre de la Culture, Azzedine Mioubi, et celle d'Abdelkarim Bengrina, ancien ministre du Tourisme à la tête d'un parti islamiste. À noter que la contestation réclame en outre la libération des personnes arrêtées pour le port du drapeau berbère notamment. Certaines d'entre elles sont en effet en détention depuis quelques mois. Fin du suspense au Botswana. Le président sortant Mokwetsi Masisi a été réélu ce vendredi au terme d'élections générales considérées comme les plus disputées depuis l'indépendance en 1966. Son parti, le BPD, bien que fragilisé par des dissensions internes, a obtenu la majorité absolue des 57 sièges que compte le Parlement. Les détails avec Ibayako. Au Botswana, l'élection qui s'annonçait serrée a finalement été emportée par le président actuel, Mokwetsi Masisi. Il a donc été réélu pour 5 ans à l'issue du scrutin qui s'est tenu ce mercredi 23 octobre. Conformément à la Constitution, le président sortant a été déclaré vainqueur dès la confirmation que son parti avait remporté 29 des 57 sièges du Parlement. Moi, Terence Ranovan, j'ai l'honneur de déclarer à la nation du Botswana et au monde que le docteur Mokwetsi Eric Kibetswe Masisi est élu président de la République du Botswana. Néanmoins, l'opposition conteste cette victoire. La coalition pour un changement démocratique a rejeté ces résultats, dénonçant des fraudes massives. À l'inverse, la communauté de développement de l'Afrique australe a déclaré dans son rapport préliminaire que les élections étaient bien organisées et conduites dans un climat pacifique et libre. Les recours est possible parce que la démocratie botswanaise leur en donne les outils. Sauf que ça sera un recours de mauvaise foi parce que les résultats ne sont ni contestés ni contestables. Après, si on fait un recours, ça sera dilatoire, ça n'aboutira à rien. Je pense que l'opposition doit travailler, profiter de la fissure qu'il y a eu au niveau du parti au pouvoir pour espérer avoir un peu plus de voix au prochain mandat. À la tête du pays depuis son indépendance en 1966, le Parti démocratique du Botswana du président Masisi était pour la première fois menacé de perdre sa majorité au Parlement lors de ce scrutin à cause d'une fronde lancée par son prédécesseur. Ian Khama, qui accuse son successeur de dérive autoritaire, a claqué la porte du BDP, créé son propre parti et appelé ouvertement pendant la campagne à voter pour l'opposition. Ils avaient le champ libre et cela s'est ressenti. Des dizaines de milliers de personnes vêtues de rouge sont à nouveau descendues dans les rues de Conakry ce jeudi pour dire non à un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé et réclamer la libération des militants du FNDC. Une manifestation autorisée cette fois-ci et qui s'est déroulée sans heurts sous la surveillance des forces de l'ordre. Plus de précisions avec Ibayako.
Des milliers de manifestants dans les rues de Conakry ce jeudi 24 octobre. Ils scandent « Libérer les prisonniers » et « Amoulanfe », ce qui veut dire « Cela ne passera pas » dans la langue locale Soussou, pour protester contre un éventuel changement de constitution qui permettrait au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Le premier motif, c'est évidemment demander à Alpha Condé de renoncer à son projet de troisième mandat. Le deuxième, c'est exiger la libération de nos camarades, Abdraman Sano et ses collègues, ainsi que tous ceux qui ont été arrêtés et condamnés à l'occasion de nos manifestations du 14, 15 et 16 octobre. Une marche organisée par la coalition de l'opposition, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Plus de 10 d'entre eux ont été condamnés à des sentences allant de 6 mois à 1 an de prison ferme pour incitation à la violence. Pour aller à l'encontre de cette décision, cette marche pacifiste s'est faite dans le calme et sans débordement. Nous relevons séance tenante appel contre cette décision qui ne repose sur aucune base légale. Je vous remercie. Vous avez dit que vous n'étiez pas surpris. Comment vous expliquez ? Nous n'étions pas surpris parce que nous l'avons dit en venant à ce procès, nous savions que tout était perdu à l'avance. Mais nous continuerons à nous battre pour défendre les libertés consacrées par la Constitution. Rappelons que le président Alpha Condé est à son second mandat présidentiel. Celui-ci prend fin en 2020, d'où sa demande envers le gouvernement de changer la Constitution afin de rester au pouvoir. Il est critiqué par les opposants et les organismes de droits humains d'affronter les manifestants avec violence, des critiques qu'il nie totalement. Les relations entre l'Afrique et la Russie franchissent un nouveau cap. Le sommet de Sochi qui s'est clôturé ce 24 octobre a été marqué par une résolution, celle de doubler en 5 ans les échanges commerciaux entre les deux parties. Un renforcement de la coopération dans la lutte contre le terrorisme a également été annoncé. On fait le point tout de suite avec Ange Bijounomagno. Le premier sommet Russie-Afrique s'est achevé ce jeudi 24 octobre à Sochi. Aucun accord n'a été signé à l'issue de cette rencontre, mais de nouvelles perspectives économiques et militaires s'ouvrent désormais entre les deux blocs. D'ici 2024, la Russie entend doubler ses échanges commerciaux avec l'Afrique et compte y arriver en créant un nouveau mécanisme de dialogue. Le pays a d'ores et déjà annulé les 20 millions de dollars de dettes que l'Afrique lui devait. La Russie est l'un des 10 plus grands fournisseurs de produits alimentaires sur le marché africain. Nous exportons plus de produits agricoles sur les marchés des pays tiers que les armes. Les armes représentent environ 15 milliards de dollars, alors que les fournitures agricoles représentent environ 25 milliards de dollars. Nous avons également un bon potentiel de croissance. Si le sommet de Sochi a essentiellement tourné autour des questions économiques, la lutte contre le terrorisme au Sahel et la crise libyenne ont également été abordées. Les autorités russes souhaitent apparaître comme un possible soutien dans la lutte antiterroriste sur le continent et un rempart face aux éventuelles tentatives de renversement des régimes africains. On peut quand même compter déjà sur la surveillance et les capacités de renseignement de la Russie. Mais il serait plus important que la Russie également contribue aux causes profondes, notamment le glissement du conflit de la Libye jusqu'au Sahel. La question de l'énergie nucléaire a également été l'un des points forts de ce sommet. Les experts russes ont proposé aux États africains le choix de la technologie nucléaire à des fins civiles pour booster leur développement. Le président russe Vladimir Poutine, quant à lui, prévoit que des sommets comme celui-ci auront désormais lieu tous les 3 ans, tour à tour, en Russie et dans un pays d'Afrique. Après des entretiens avec le président camerounais Paul Biya et de nombreux acteurs politiques, Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères, a attaqué le volet économique de sa visite à Douala, capitale économique du Cameroun. Sur place, il a notamment inauguré le 2e pont sur le fleuve Vouri. Les précisions de Corinne Kamsefahem. À Douala au Cameroun, Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères, a procédé à l'inauguration du 2e pont sur le Vouri, une infrastructure qui résulte du partenariat France-Cameroun. Donc au total de 141,6 milliards de francs CFA, le second pont sur le Vouri est un ouvrage stratégique qui permet de fluidifier la circulation à partir de Bonabiri, quartier qui habite une zone industrielle, et le centre-ville, et même entre la capitale économique et les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'ouest du Cameroun. Nous avons aussi une collaboration
dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du développement. Tout cela forme un ensemble de dispositions qui nous permettent aujourd'hui de dire qu'après cet entretien, il y a une relance de la coopération entre le Cameroun et la France dans tous les domaines. Le volet économique du séjour du ministre français des Affaires étrangères a également été marqué par sa visite au GICAM, le groupement interpatronal, et de plusieurs start-up. Avec ses acteurs économiques, l'homme d'État français a passé en revue l'environnement des affaires en promettant un soutien de la France pour appuyer les réformes nécessaires dans ce secteur. De cette visite, ce sont des actions qui vont stimuler et encourager et aider l'écosystème existant qui est en train de se développer afin que on puisse mieux développer nos activités, qu'on puisse mieux se déployer et qu'on puisse offrir des emplois décents à nos collaborateurs. À côté des mesures d'appui pour une amélioration structurelle du climat des affaires, le ministre Le Drian a annoncé un appui de 30 milliards de francs CFA du gouvernement français. Une somme qu'il dédie à la lutte contre l'insécurité et la pauvreté, des réalités qu'il a pu toucher du doigt au cours de sa visite dans la région de l'extrême nord, toujours en proie aux attaques du groupe terroriste Boko Haram. Le Soudan veut réussir là où les révolutions du printemps arabe peinent encore. Le nouveau gouvernement souhaite bâtir une économie orientée sur la jeunesse, fer de lance de la révolution et qui représente 60% de la population. La feuille de route prévoit des réformes de fond et une protection sociale, mais encore faut-il trouver les financements nécessaires. Aïssatou Bari. Un nouveau départ pour le Soudan, secoué pendant des mois par des manifestations qui ont, en avril, poussé vers la sortie Omar el-Béchir au pouvoir depuis 30 ans. Le pays fait face à d'énormes défis. Pour les relever, le nouveau gouvernement va mettre l'accent sur la jeunesse qui représente environ 60% de la population en créant des emplois. Ces jeunes Soudanais, ce sont ceux qui ont fait cette révolution et ils sont ceux qui ont payé le prix ultime et fait des sacrifices pour leur pays. Il est de notre responsabilité de faire de leurs besoins une priorité et de répondre à leurs aspirations. Le Soudan est confronté à une dette de plus de 150 milliards de dollars contractée auprès des institutions multilatérales et des investisseurs privés et qui a atteint 160% du produit intérieur brut du pays. Le Soudan compte sur ses partenaires qui ont néanmoins besoin de garanties. Donc je pense que véritablement pour le Soudan, il est plus que temps de ne plus prêter le flanc à l'exposition à des conflits qui ouvrent la voie à des manipulations extérieures, renforcer son agriculture qui lui rapporte beaucoup plus que le pétrole. En matière par exemple de vente de sésame, ils ont mobilisé 391 millions de dollars au premier semestre 2019, 402 millions de dollars pour la vente des produits d'élevage et 280 millions de dollars pour la vente de l'or. Donc rien que ces trois produits peuvent permettre au pays de véritablement se relancer. Les autorités espèrent voir le retrait du Soudan de la liste noire américaine des États soutenant le terrorisme, classification qui asphyxie son économie. Près de 3 milliards de dollars devront être mobilisés pour des besoins immédiats et pour stabiliser son budget. Le Togo semble avoir trouvé la bonne formule pour améliorer son climat des affaires. Le pays a fait un bond de 40 places dans le rapport Doing Business 2020. Mieux encore, il est classé meilleur pays réformateur sur le continent. Alors, quelle est la raison, la recette de ce succès? Élément de réponse dans ce reportage d'Emefa Kofi, notre correspondante à Lomé. Le Togo, meilleur pays réformateur en Afrique. C'est ce que révèle le rapport Doing Business 2020. 5 principales réformes opérées permettent au pays de se positionner à la première place en Afrique et 97e place sur 120 économies, soit 40 points de progression par rapport au classement Doing Business 2019. Ces résultats remarquables, excellents, obtenus par notre pays signifie pour les entreprises et pour le secteur privé un climat d'affaires plus favorable et plus attractif. Les 5 principales réformes ayant permis au Togo d'améliorer son score sont la facilitation de l'obtention du permis de construire, la création d'entreprises, le transfert de propriété, l'obtention de prêts et le raccordement à l'électricité. Nous avons en 2017 fait une réduction de 30%
sur le coût, sur la facture que nous élaborons pour le raccordement à l'électricité. Et en 2018, nous sommes allés à 50%, le délai de raccordement. Donc nous étions à 2 mois et demi en 2017, nous sommes aujourd'hui à moins de 30 jours. Le troisième point sur lequel nous avons travaillé, c'est l'efficacité de la fourniture d'électricité. Des défis restent à relever pour le Togo, désormais 15e pays mondial en matière de création d'entreprises. Le rapport Doing Business évoque un résultat moins encourageant, s'agissant notamment des critères taxes et impôts et exécution des contrats. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.